À Noël, ma grand-mère a demandé si je profitais de la maison de 5 millions de dollars qu'elle m'avait offerte. Je me suis figé. Je n'avais jamais reçu de maison. Elle a regardé ma mère et tout s'est écroulé. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, peu importe où tu es. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'odeur de dinde rôtie et de morue à la biscayenne s'accrochait au mur de la maison de ma mère comme un vieux souvenir, un mélange épais de tradition et de tension. Chaque année, la veille de Noël était la même pièce de théâtre. Ma mère, Laetitia, s'affairant dans la cuisine avec l'air d'une martyre sacrifiée. Mon frère aîné, Dario, présidant le salon comme un roi dans sa cour. Puis moi, Itzel, l'architecte fraîchement diplômé de 23 ans, arrivant en retard, toujours en retard, comme une actrice secondaire qui venait à peine d'apprendre son texte. Cette année n'était pas différente. J'ai poussé la porte d'entrée, le froid de décembre de Mexico collant à mon manteau. Je tenais maladroitement une petite boîte. Un modèle réduit que j'avais passé 3 semaines à construire, une réplique miniature de la maison de ma mère, avec chaque détail, des pots de fleurs dans le patio jusqu'aux tuiles du toit. Un cadeau fait main, une tentative pathétique, je suppose, de dire « Je te vois, tu comptes pour moi ». Itzel, enfin tu arrives. La voix de ma mère m'a atteinte depuis la cuisine. Il n'y avait pas de chaleur dedans, seulement un reproche caché à cause de mon retard. Le dîner est presque prêt. Ta grand-mère ne va pas tarder. J'ai posé le cadeau sur une table d'angle, sachant qu'elle ne l'ouvrirait probablement que plusieurs jours plus tard. Au centre du salon, Dario, avec ses 28 ans et son air d'éternel enfant prodige, montrait quelque chose sur son téléphone à notre tante Pilar. Et voilà Lodi, tante. Une beauté, non? Essentielle pour l'image du business. Il disait ça avec son sourire appris par cœur qui semblait toujours convaincre tout le monde. Les investisseurs doivent voir que tu ne rigoles pas, tu sais? J'ai hoché la tête pour le saluer. Dario a à peine levé les yeux. Quoi de neuf, Frangine? Je pensais que tu t'étais perdu dans tes petits dessins. Je travaillais, ai-je répondu, la voix plus basse que je ne voulais. Toujours, travailler. Un concept qui, dans cette maison, semblait une excentricité, pas une nécessité. Pour eux, mon boulot dans un petit cabinet d'architecture était un hobby. Mes nuits blanches à l'université, un caprice. La vraie reine de la soirée est arrivée peu après. Ma grand-mère Elena, 72 ans, est entrée avec la force d'un ouragan contenu. Contrairement à ma mère, ma grand-mère, une femme d'affaires retraitée de Monterrey, avait un regard qui ne laissait rien passer. Elle a vu la boîte dans le coin, m'a vu debout mal à l'aise, et a lu la pièce en un instant. Itzel, ma fille, quel plaisir de te voir, dit-elle. Son étreinte était le seul refuge sincère dans cette maison. Comment vont tes projets? Tu continues à dessiner ces maisons pour aider les gens? C'était la seule qui appelait ça par son vrai nom, un rêve. Pas des gribouillis. Avant que je puisse répondre, ma mère nous appela à table. Le dîner commença avec la même litanie que toujours, les réussites de Dario, ses plans d'expansion, ses voyages de networking. Moi, je mangeais en silence, simple spectatrice du repas de ma propre famille. Ma tante Pilar applaudissait chaque parole de Dario tandis que ma mère le regardait avec une fierté qu'elle ne m'avait jamais adressée. Je sentais l'oppression familiale dans ma poitrine, une sensation physique, comme si l'air s'épaississait. C'était l'anxiété familiale, un monstre que je connaissais trop bien. Et alors, entre la dinde et les romeritos, ma grand-mère posa ses couverts. Elle regarda la table, puis ma mère, et enfin moi. Ses yeux brillaient de tendresse, mais aussi d'une curiosité prête à faire exploser une bombe. Bon, assez parlé de business, dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Elle se tourna vers moi, sa voix résonnant dans la salle à manger soudain silencieuse. Itzel, ma petite architecte star, je suis tellement heureuse que tu sois enfin diplômée avec mention. Je sais combien tu as travaillé. J'ai senti un nœud dans ma gorge. C'était la première fois que quelqu'un le disait à voix haute à cette table. Pour ça, continua ma grand-mère, sa voix claire et forte, je suis très excitée pour ton avenir. Alors, dis-moi, ma fille, la maison et l'atelier de design que je t'ai offert, ce fonds de 5 millions de pesos que je t'ai donné pour démarrer ta carrière, tu as déjà trouvé le terrain parfait? Le silence qui tomba sur la table n'était pas normal. C'était un silence lourd, dense,
un trou noir qui aspirait tout le son et l'air. La fourchette de Dario tomba de sa main, cognant l'assiette avec un bruit métallique qui résonna comme une éternité. Ma tante Pilar resta bouche bée, un morceau de nourriture suspendu. Ma mère se figea, son visage perdant toute couleur, devenant un masque de panique pure. Moi, je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Les paroles de ma grand-mère tournaient dans ma tête sans trouver où atterrir. 5 millions de pesos. Un cadeau pour moi. La pièce commença à sembler lointaine. Les visages autour de moi se brouillèrent. Je sentis une pression dans ma poitrine, une douleur sourde et familière, mais cette fois différente. C'était comme une porte invisible qui s'ouvrait sur une pièce sombre que je ne savais pas exister. Tous les regards se plantèrent sur moi, attendant une réponse que je n'avais pas. Et lentement, comme poussés par une force inévitable, tous les yeux, y compris ceux de ma grand-mère, se détournèrent de moi pour se poser sur une seule personne, ma mère. Et à cet instant, je sus que quelque chose était terriblement, fondamentalement brisé. Dans le silence écrasant de cette salle à manger, le temps s'étira jusqu'à devenir fragile. Le visage de ma mère était un tableau de terreur. Mais mon esprit n'était pas là. Il s'était déconnecté, voyageant en arrière à toute vitesse, ouvrant les portes d'un musée privé et poussiéreux que j'avais construit toute ma vie en silence, le musée de mes espoirs brisés. Chaque souvenir était une exposition soigneusement organisée, une preuve muette d'une vérité que j'avais toujours sentie mais jamais osé nommer. La première salle, la plus grande et frappante, était celle de mes 15 ans. Je m'en souviens avec une clarté douloureuse. Les murs de la salle à manger étaient décorés de quelques ballons pastels déjà dégonflés et d'une guirlande en papier crépon qui pendait de travers. Un gâteau, très léché, acheté à la boulangerie du coin trônait sur la table. Ma mère, avec un soupir fatigué comme si elle portait le poids du monde, m'avait dit quelques jours avant. « Je suis désolé, ma fille, mais la situation est très difficile. On fera une fête plus tard. Ce n'est qu'une date, ce n'est pas si important. » Moi, avec ma robe blanche empruntée à une cousine, j'ai souri et dit que ce n'était pas grave, que l'important c'était d'être ensemble. Et je l'ai cru. Je me suis forcé à y croire. 6 mois plus tard, Dario a eu 18 ans. La situation difficile de la famille s'était envolée comme par magie. La fête fut dans une salle élégante de la Condesa. Je me souviens des lumières brillantes, de la musique d'un DJ qui faisait vibrer ma poitrine, et d'un bar libre pour les amis de mon frère qui riaient à gorge déployée. Ma mère avait engagé un photographe professionnel pour une semaine. Son profil Facebook était une cascade de photos de Dario souriant, entouré d'amis, ouvrant des cadeaux chers. La légende d'une photo, où ma mère l'embrassait devant un gâteau de 3 étages en forme de voiture de sport, disait « Pour mon roi, ma fierté, tout ce qu'il mérite et plus encore. » Moi, j'apparaissais au coin d'une seule photo de groupe, floue et hors champ, comme une figurante entrée par erreur sur le plateau. Personne n'a remarqué que je portais la même robe empruntée de mes 15 ans. J'ai marché mentalement dans un couloir sombre vers l'exposition suivante, mon rêve universitaire. J'avais 18 ans et je tenais dans mes mains tremblantes ma lettre d'acceptation à la faculté d'architecture de l'UNAM, résultat de nuits innombrables d'études. J'ai couru à la cuisine pour la montrer à ma mère, mon cœur battant avec l'espoir idiot de voir, pour une fois, une étincelle de fierté sincère dans ses yeux. Elle l'a prise, l'a parcourue avec indifférence, puis l'a laissée sur le comptoir de la cuisine, à côté de légumes à moitié coupés. « Architecture », répéta-t-elle. Le mot sonnait dans sa bouche comme une insulte. Ce n'est pas un métier pour une femme. Ah, Itzel, toujours à compliquer ta vie. Tu vas finir seule et amère à travailler avec des maçons. Pourquoi tu n'as pas étudié la comptabilité ou quelque chose comme ça? Quelque chose de plus féminin, quelque chose pour trouver un bon mari qui t'entretienne? On n'en reparla jamais. Quand les cours commencèrent, on supposa que je me débrouillerais toute seule. La UNAM est pratiquement gratuite, tu n'as besoin de rien, trancha-t-elle quand j'ai osé lui demander de l'aide pour acheter les coûteux matériels de dessin. Pendant les 5 années suivantes, mes nuits sentaient le café brûlé et la graisse de la cafétéria, où je travaillais jusqu'à 2 heures du matin pour payer mes livres, mes maquettes et mes impressions. Mes mains, tachées d'encre et de colle, étaient aussi couvertes de callosité à force de laver des assiettes. Je vivais dans un état de fatigue perpétuelle, alimenté par l'adrénaline et la détermination de leur prouver, à elles, à tous, qu'ils avaient tort. Pendant ce temps, Dario, mon frère, le pilier de la famille, menait une vie universitaire de rêve. Il étudiait l'administration des entreprises au TEC de Monterrey, campus de Mexico,
une des universités privées les plus chères du pays. Il changea une fois de carrière, ça ne me nourrissait pas spirituellement, expliqua-t-il à ma mère et il échoua à tellement de matières qu'il mit 6 ans à obtenir son diplôme. Chaque scolarité exorbitante, chaque voyage d'études à la Riviera Maya avec ses amis, chaque investissement dans ses idées de business qui mouraient en quelques semaines, tout était payé par ma mère sans une seule plainte. C'est un investissement dans notre futur, je l'ai entendu dire une fois au téléphone à ma tante Pilar. Dario est fait pour être un leader. Mon futur, apparemment, ne faisait pas partie de cette équation. Le sien était un investissement, le mien une dépense inutile. La galerie la plus douloureuse, celle qui me faisait détourner les yeux, était celle de la reconnaissance. J'étais dans ma dernière année de fac. Mon projet de thèse, un centre communautaire durable pour une zone défavorisée, avait gagné le premier prix d'un concours interuniversitaire. La nouvelle fut publiée dans une petite section de la Gazette de la faculté. J'en ai acheté 3 exemplaires. Avec l'un dans la main, j'ai attendu ma mère ce soir-là. Mon cœur, ce stupide et infatigable muscle de l'espoir, recommençait à battre avec impatience. Je lui ai montré l'article en pointant mon nom et la photo de ma maquette. Elle y jeta un coup d'œil rapide tout en parlant au téléphone. « Ah, c'est bien, ma fille. » Puis elle fit une pause, mit la main sur le combiné et me dit. « Tu peux passer au supermarché ? Il n'y a plus de lait. » Et elle continua sa conversation. Ce soir-là, pendant le dîner, Dario annonça qu'il avait eu une idée brillante pour une application qui connectait les propriétaires de chiens. Ma mère posa ses couverts, nous demanda le silence et l'écouta pendant une demi-heure avec une attention religieuse. « Voilà mon fils, dit-elle à la fin, ses yeux brillants d'admiration. Un vrai visionnaire. Le prix, mon prix, ne fut jamais mentionné. C'était comme si ça n'avait jamais existé. J'étais invisible. La dernière pièce du musée n'était pas un événement, mais un sentiment constant. C'était l'exposition du sacrifice silencieux. C'était chaque fois que ma mère m'appelait paniquée parce que Dario avait eu un accident de voiture. Je devais quitter la bibliothèque à minuit, laissant mes propres études pour aller le chercher. C'était chaque fois qu'elle me demandait de l'argent de mes maigres économies pour payer le loyer et couvrir une dette de mon frère, avec une promesse de remboursement qui n'était que du vent. C'était chaque mensonge qu'elle me demanda de dire pour cacher ses erreurs, chaque désastre qu'elle me demanda de nettoyer. Je n'étais pas sa fille, j'étais le filet de sécurité de son fils préféré, l'ingénieur de contrôle des dégâts, l'éternelle fournisseuse de solutions qui ne recevait jamais un merci. Une fois, quand j'avais 20 ans, après 6 mois sans m'acheter une seule paire de chaussures, j'avais réussi à économiser presque 50 000 pesos. Mon plan était d'acheter une voiture d'occasion, une petite Chevy, pour me rendre de la fac au travail sans devoir prendre 3 bus à 23 heures. Je l'ai dit à ma mère, tout excitée. Grave erreur. Une semaine plus tard, elle s'assit sur mon lit avec son visage le plus peiné. « Ma fille, quelle chance que tu aies mis de côté cet argent, » me dit-elle avec sa voix la plus douce. « Figure-toi que ton frère a besoin de payer sa carte de crédit pour qu'on lui accorde un prêt pour son business. C'est très important pour son futur. Pourquoi tu ne lui prêterais pas? Dès qu'il aura le prêt, il te rendra l'argent avec les intérêts. » J'ai cédé. Quelle autre option avais-je? Le prêt de Dario n'arriva jamais, l'argent ne revint jamais. Quand j'ai osé demander des mois plus tard, elle m'a crié dessus avec une fureur glaciale. « Quel égoïste tu es, Itzel. Tu ne comprends pas que le succès de ton frère est le succès de tous ?» Cette phrase, « le succès de ton frère est le succès de tout », résonna dans le silence de la salle à manger, maintenant chargée d'une nouvelle et terrible vérité. Mon voyage dans le musée s'arrêta net. La brume dans mon esprit se dissipa, remplacée par une clarté glaciale et tranchante. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ça n'avait jamais été seulement une question d'argent. C'étaient les 5 millions de clous qui scellaient le cercueil d'un espoir d'enfant. L'espoir que si je travaillais assez, si j'étais assez doué, si je me sacrifiais assez, un jour ma mère me verrait, m'aimerait. Mais ce soir-là, en voyant son visage pâle et ses yeux fuyant les miens, je le compris avec une certitude qui me brisa. Elle me voyait parfaitement. Elle voyait mon effort, mon talent, mon sacrifice, et consciemment, délibérément, elle avait décidé que ça ne valait rien comparé aux caprices de son fils. Je levai les yeux. Mes yeux secs et brûlants croisèrent ceux de ma grand-mère. Elle ne semblait plus confuse. Son visage était un masque de colère et de compréhension. Elle savait, tout comme moi, que la pièce de théâtre était terminée.
Le rideau était tombé et ce qui restait sur scène était une vérité laide, nue et indéniable. Le silence fut brisé, non pas par un vacarme, mais par le murmure tremblant et sifflant de ma mère. « Helena, s'il te plaît, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter d'argent. » C'était sa tactique habituelle, jouer sur les apparences, essayer de balayer la vérité sous le tapis de la décence familiale, comme si la honte d'être exposée publiquement était pire que le crime lui-même. Mais ma grand-mère Helena n'était pas une simple invitée dans sa pièce de théâtre. C'était la metteuse en scène qui venait de crier « Coupez !» Sa voix, d'habitude chaude comme le soleil de Monterrey, était maintenant dure comme l'acier de l'acierie. Non, Laetitia, c'est exactement le moment et l'endroit. Elle se pencha en avant, sa petite silhouette dégageant une autorité qui emplissait toute la pièce. Son regard ne quitta pas sa fille. Je t'ai posé une question très simple. Il y a 6 mois, quand Itzel était en train de finir sa thèse, j'ai parlé avec elle. Elle m'a raconté son rêve d'avoir son propre atelier, de construire des maisons pour ceux qui en ont besoin, et j'ai décidé de l'aider. Mais comme elle était débordée de travail et que son compte bancaire ne permettait pas un dépôt aussi grand, j'ai commis une erreur. Elle fit une pause et son regard s'endurcit encore plus. J'ai eu confiance en toi. Je t'ai transféré 5 millions de pesos sur ton compte avec une instruction claire et précise, cet argent est pour Itzel. Garde-le et donne-le lui dès qu'elle sera diplômée. La question reste en suspens. Laetitia, où est l'argent? Ma mère se tortillait sur sa chaise, cherchant une échappatoire comme un animal acculé. Elle regarda Dario pour du soutien, mais il était aussi pâle qu'elle, ses yeux de cerf apeurés fixés sur son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Elle regarda ma tante Pilar, qui trouva soudain passionnant le motif de sa serviette et se mit à la plier en forme complexe. Il n'y avait pas d'issue. C'était un investissement, balbutia-t-elle enfin. Le mot resta suspendu dans l'air, absurde et pathétique. Un investissement, répéta ma grand-mère, chaque syllabe dégoulinant d'incrédulité et de mépris. Tu as investi l'avenir de ta fille, le rêve de ta fille? Dans quoi, Laetitia? Dans quelle affaire tellement brillante qu'elle demandait le sacrifice de ta propre fille? Ce fut alors que Laetitia sembla trouver un nouveau script, celui qu'elle avait répété dans les cauchemars de sa conscience pendant des mois. La panique sur son visage fut remplacée par une indignation forcée, le masque tragique de la mère offensée et incomprise. Elle se redressa, sa voix prenant un ton plaintif et accusateur qu'elle avait perfectionné au fil des années. Je l'ai investi dans cette famille, dans notre avenir. Mais personne ici ne comprend. Elle se tourna vers ma grand-mère, comme si elle lui expliquait les bases de la physique à une petite fille. Maman, tu ne comprends pas le monde des affaires d'aujourd'hui. Ce n'est plus comme à ton époque. Maintenant il faut de l'image, il faut du capital, il faut projeter du succès pour attirer le succès. Dario a une vision, une entreprise de marketing digital qui va tous nous faire avancer. Cet argent était crucial pour le décollage. J'ai senti un rire amer, sec et sans humour me monter à la gorge. L'entreprise de Dario. L'entreprise, c'était une page Instagram avec 2000 abonnés achetés, un logo que je lui avais moi-même conçu gratuitement une nuit d'insomnie, et un bureau loué qui était probablement payé avec mon argent. Alors tu as donné l'argent d'Itzel à Dario, dit ma grand-mère, sa voix dangereusement calme. Ce n'était pas une question, c'était une sentence, la confirmation de sa pire crainte. Je ne le lui ai pas donné, s'écria ma mère, sa voix montant, perdant le contrôle. Je l'ai utilisé pour le bien commun, pour le bien de la famille. Dario est l'homme de la maison. C'est sa responsabilité de construire un patrimoine, de s'occuper de moi quand je serai vieille. Il est le pilier. La sœur doit soutenir le frère. C'est naturel, c'est comme ça qu'on a toujours fait. La pièce retomba dans le silence. Les mots de ma mère, c'est naturel, résonnèrent dans mes oreilles comme un coup de marteau. Naturel. Il était naturel que je me sacrifie. Il était naturel que mes rêves soient repoussés, ignorés, cannibalisés. Il était naturel que mon futur soit l'essence du bolide de luxe de mon frère. Et alors Dario, mon frère, le pilier, le visionnaire, parla enfin. Il releva le menton avec un reste de son arrogance habituelle, revenant comme un naufragé accroché à une planche. Grand-mère, maman a raison. C'était un investissement stratégique. C'est un concept qu'on appelle l'effet de levier. Nous avons utilisé un actif, l'argent, pour générer un retour bien plus grand. Dans quelques années, quand mon entreprise vaudra des millions, je le rendrai à Itzel avec un gros bonus 10 fois plus si elle veut.
Elle devrait être reconnaissante d'avoir un frère avec ma vision d'avenir. J'ai failli m'étrangler avec ma propre salive. Reconnaissante. Reconnaissante pour le vol, pour le mensonge, pour le mépris total. L'audace de ces mots, l'absence absolue de remords, la façon dont il essayait d'habiller le vol avec le jargon bon marché d'un livre de développement pour entrepreneurs, fut l'étincelle qui alluma la poudre que j'accumulais depuis 23 ans dans mon âme. J'ai levé la main, un petit geste, presque imperceptible, pour demander le silence. Et pour la première fois de ma vie, dans cette maison, on me l'a donné. Tous me regardèrent. Ma voix, quand elle sortit, n'était pas un cri, n'était pas un sanglot, elle était calme, posée et aussi tranchante qu'un bistouri de chirurgien. La nouvelle voiture, Dario, ai-je demandé en te regardant droit dans les yeux sans cligner. L'Audi A5 blanche que tu as garée dehors, celle à presque 1 million de pesos. Ça fait partie de l'investissement stratégique? Il a cligné, surpris par mon ton. L'image est importante, Itzel. Je te l'ai déjà dit. Pour conclure de gros contrats. Et le voyage à Cancun le mois dernier, ai-je enchaîné, mon regard glissant comme un projecteur vers ma mère. La suite présidentielle au Ritz-Carlton, c'était du networking ou de l'effet de levier. Parce que les photos que tu as postées sur Instagram ressemblaient plus à une fête bien arrosée qu'à des affaires. Le visage de Dario devint rouge vif. Ma mère ouvrit la bouche pour protester, mais je n'avais pas fini. Mon esprit, d'ordinaire un tourbillon de doute, était maintenant un ordinateur qui traitait des données, exposant les mensonges. Et tes dettes de carte de crédit, les 20 000 pesos que tu devais à American Express pour cet écran de 80 pouces. Celui qui est aussi dans ta chambre. Ça, c'était aussi une partie de ton plan d'affaires pour ton appli, millionnaire? Itzel, ça suffit, cria ma mère en se levant. Tu humilies ton frère, tu le fais se sentir mal. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma voix monta un peu, laissant enfin sortir une fraction de ma fureur glacée. C'est toi qui l'humilies en le traitant comme un enfant inutile et gâté qui ne peut rien obtenir par lui-même. Et moi tu ne m'humilies pas. Je me suis levé aussi, pour lui faire face de l'autre côté de la table. Mais tu m'as volé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et, pour la première fois, je n'ai pas détourné le regard. Tu m'as volé non seulement l'argent de ma grand-mère, tu m'as volé mon rêve d'avoir mon propre atelier. Tu m'as volé la chance de commencer ma carrière sans dette, comme toi tu n'as jamais eu à le faire. Tu m'as volé des années de sacrifice en me faisant croire que nous étions pauvres pendant que tu finançais son style de vie de playboy. Mais le pire, ma voix s'est brisée une seconde, juste une, mais assez pour que tous le remarquent, c'est que tu l'as fait en me regardant en face, jour après jour, en me disant qu'il n'y avait pas d'argent pour moi. Tu m'as fait me sentir petite, égoïste et insignifiante parce que j'osais rêver. Et ça, c'est le seul investissement que tu as vraiment fait, maman. Tu as mis toute ton énergie à me faire croire que je ne valais rien. La vérité, une fois dite à voix haute, ne pouvait pas être retirée. Elle restait suspendue dans l'air, lourde, toxique et irrévocable. Ma mère me regarda, sans repentir, sans tristesse. Elle me regarda avec une fureur froide et pure. La fureur de quelqu'un qui vient d'être démasqué et exposé. Ce fut ma grand-mère qui se leva. Alors, sa chaise racla le parquet. Le son final et dissonant d'une époque. C'est fini, Laetitia. La déclaration de ma grand-mère, c'est fini, Laetitia, n'était pas la fin d'une dispute. C'était l'épitaphe de la famille que je connaissais. L'air se chargea de l'électricité de l'irréparable. Ma mère se leva d'un bond, le visage tordu par une rage qui effaçait tout reste de culpabilité. Mais qu'est-ce qui est fini? Rien n'est fini, siffla-t-elle en pointant un doigt tremblant vers moi. Tu ne vas pas venir ici, chez moi, pour monter ma mère contre moi après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait pour elle, Laetitia? La voix de ma grand-mère claqua comme un fouet. Lui mentir, la voler, la traiter comme une citoyenne de seconde zone dans sa propre famille. Je lui ai donné un toit. Je lui ai donné de la nourriture, criait ma mère, sa logique s'effondrant en une litanie d'obligations basiques. Dario avait besoin de ce soutien. C'est différent. Il est un homme. Son chemin est plus difficile. Elle ne comprend pas. Au milieu du chaos, ma grand-mère marcha avec un calme effrayant jusqu'à moi. Elle posa une main ferme sur mon épaule. Itzel, va dans ta chambre. Fais une petite valise, l'essentiel. Nous partons pour Monterrey ce soir.
L'idée était si radicale, si impossible, que je ne l'ai pas comprise sur le moment. Partir maintenant. C'était comme si quelqu'un m'offrait une sortie d'une prison dont j'avais moi-même accepté les murs comme les limites de mon monde. Tu ne l'emmèneras nulle part, hurla ma mère en essayant de s'interposer entre nous, son corps bloquant physiquement le passage. C'est ma fille. Elle a cessé d'être ta responsabilité au moment où tu as décidé que son avenir était sacrifiable, répondit ma grand-mère sans élever la voix. Son calme était infiniment plus intimidant que les cris de ma mère. Elle me regarda et, dans ses yeux, je vis un ordre, pas une suggestion. Va, Itzel, je t'attends à l'entrée. J'ai obéi. Je suis monté à l'étage, les jambes étrangement légères, comme si elles ne m'appartenaient pas. Le son de la dispute s'étouffait derrière moi. Dans ma petite chambre, la même depuis l'enfance, j'ai regardé autour de moi. Le bureau où j'avais dessiné mes premiers plans. L'étagère avec mes livres d'architecture. Tout semblait appartenir à quelqu'un d'autre, à une version de moi qui venait de mourir à la table de la salle à manger. J'ai mis dans un sac à dos un jean, quelques t-shirts, mon ordinateur portable et, surtout, mon portfolio de dessin. C'était la seule chose que je sentais vraiment être à moi. Quand je suis redescendu, la scène était encore plus tendue. Ma grand-mère se tenait près de la porte, son sac sur l'épaule, impassible comme une statue. Ma mère pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et de frustration et les larmes d'une reine qui vient d'être détrônée. Dario, lui, avait pris un air de supériorité blessé. « Alors tu t'en vas » dit-il en bloquant mon chemin de son corps. « Tu vas fuir avec grand-mère et briser cette famille pour un peu d'argent. »« Ce n'est pas pour l'argent, Dario, dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. C'est parce que tu crois que tu y avais droit. » Je l'ai contourné et je me suis placé aux côtés de ma grand-mère. Ma mère tenta une dernière fois, sa voix dégoulinant de venin et de victimisation. « Itzel, si tu franchis cette porte, ne t'embête pas à revenir. Je suis sérieuse. Pour moi, tu seras morte. » Je l'ai regardée une dernière fois. J'ai vu la femme qui m'avait appris à dessiner, mais aussi celle qui m'avait appris à me sentir invisible. « Ne t'inquiète pas, ai-je répondu. Ma voix était un chuchotement creux. Je ne le ferai pas. Nous sommes sortis dans la nuit froide de Mexico. Ma grand-mère avait déjà commandé une voiture via une application et elle nous attendait. Sur le trajet vers l'aéroport, aucune de nous n'a parlé. Le silence n'était pas gênant. C'était un espace pour respirer, pour réfléchir, pour laisser la grandeur de ce qui venait d'arriver se déposer. J'ai regardé par la fenêtre tandis que les lumières de la ville devenaient un flou, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu de peine à la quitter. J'ai ressenti du soulagement. Un soulagement effrayant, mais un soulagement quand même. Dans l'avion, alors que nous volions au-dessus de l'obscurité infinie parsemée de lumière, ce fut le moment où je m'autorisai enfin à pleurer. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants, seulement des larmes silencieuses qui roulaient sur mes joues et mouillaient le col de ma chemise. Je ne pleurais pas pour eux. Je pleurais pour la petite fille qui avait passé des années à attendre une miette d'approbation. Je pleurais pour la jeune femme qui avait cru à leurs mensonges sur sa propre valeur. Ma grand-mère prit simplement ma main, ses doigts chauds et solides entourant les miens. C'était un geste qui en disait plus que n'importe quel mot. Il disait, « Tu n'es pas seul. Je suis là et ce n'est que le début. » Nous arrivâmes à Monterrey à l'aube. La maison de ma grand-mère, à San Pedro Garza Garcia, était un monde à part, spacieuse, élégante, pleine de lumière et d'art. Elle sentait le café fraîchement préparé et les gardénias de son jardin. Elle me conduisit dans une chambre d'amis plus grande que tout mon appartement. « Repose-toi, ma fille, dit-elle doucement. Demain nous parlerons. » Le lendemain matin, je me réveillai avec le soleil de Monterrey entrant par la fenêtre. Je me sentais étrangement reposé, comme si un poids que je ne savais même pas porter venait d'être enlevé de mes épaules. À la table du petit déjeuner, ma grand-mère m'attendait avec un café et un gros dossier posé sur la table. Son visage était sérieux, celui de la femme d'affaires qui avait bâti un empire. « Je veux que tu vois ça, dit-elle en poussant la chemise vers moi, non pas pour te faire plus de mal, mais pour que tu comprennes l'ampleur de ce que nous affrontons, pour que tu saches que ta colère est justifiée et que notre réponse doit être tout aussi forte. » J'ouvris le dossier. La première chose que je vis fut une copie du reçu du virement bancaire, 5 millions de pesos de son compte à celui de ma mère. En dessous, il y avait les relevés bancaires de ma mère des 6 derniers mois. Ils étaient marqués avec des post-it colorés.
Audi, 850 000 pesos. Voyage à Cancun, hôtel et vol, 120 000 pesos. Règlement American Express de Dario, 45 000 pesos. Puis venaient des retraits en liquide aux distributeurs, des achats dans des boutiques de luxe comme Palacio de Hierro, des dîners dans des restaurants chers. Ils avaient gaspillé presque 1,5 million de pesos en moins de 6 mois comme si demain n'existait pas. Je sentis une vague de nausées, mais le pire était encore à venir. À la fin de la pile, il y avait une série d'emails imprimés. Ils provenaient du compte de ma mère et étaient adressés à ma grand-mère. L'expéditeur disait « Laetitia », mais le contenu prétendait être moi. « Bonjour grand-mère, c'est Itzel. Juste pour te dire que je continue à chercher des terrains, mais tout est très cher en ville. Ne t'inquiète pas, je regarde les options tranquillement pour faire le meilleur investissement. Je t'aime beaucoup. Ah, comment vas-tu? Moi ici j'avance avec le projet. Je crois avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans la Colonia Roma, mais je veux bien négocier le prix. Merci pour ta patience. Bisous. Il y en avait 6. 6 fois où ma mère s'était fait passer pour moi, tissant un filet de mensonges pour gagner du temps et continuer d'utiliser l'argent à mon argent. Les mots imprimés semblaient se moquer de moi. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une trahison calculée et froide, une usurpation d'identité émotionnelle. Elle avait utilisé ma voix, mon nom, pour tromper la seule personne au monde qui croyait vraiment en moi. Je refermai le dossier. La douleur dans ma poitrine était vive, physique, comme une blessure au couteau. Je levai les yeux et vis la détermination implacable dans ceux de ma grand-mère. « Maintenant tu comprends, dit-elle. Ce n'est pas un malentendu familial, Itzel. C'est une fraude, et nous allons agir en conséquence. » Le lendemain matin, le soleil de Monterrey paraissait plus éclatant, comme si le monde avait décidé de se mettre de mon côté. Ma grand-mère ne perdit pas de temps. C'était une femme d'action, l'inaction ne faisait pas partie de son vocabulaire. « Aujourd'hui, tu vas rencontrer ton équipe, annonça-t-elle alors que nous prenions le petit déjeuner sur sa terrasse, un oasis de calme avec vue sur l'imposante Sierra Madre. Nous rencontrâmes d'abord Fabiana Vargas. Ce n'était pas l'avocate de film, avec ses discours théâtraux et ses costumes tape à accent grave-l'œil. C'était une femme d'une quarantaine d'années, petite, vêtue d'un tailleur gris impeccable, et avec un regard si perçant que j'eus l'impression qu'elle pouvait voir à travers mes excuses et mes peurs. Nous nous réunîmes dans son cabinet au cœur de San Pedro, un espace minimaliste et ordonné qui reflétait son esprit. Tout était fonctionnel, précis, sans décor inutile. Nous lui avons remis le dossier. Elle le parcourut en silence, ses doigts fins tournant chaque page avec une efficacité méthodique. Elle ne montra ni surprise, ni indignation, ni compassion. Son visage était un masque de professionnalisme. Seulement, de temps en temps, un léger sourcil levé indiquait qu'elle venait de repérer une pièce clé. « Bien », dit-elle enfin en refermant le dossier d'un bruit sec. « L'affaire est solide comme un roc. Nous avons fraude, abus de confiance et potentiellement usurpation d'identité pour commettre un délit financier. Les preuves sont écrites, elles sont claires et ne laissent aucune interprétation. » Elle me regarda droit dans les yeux et, pour la première fois, je sentis un frisson. Ce n'était pas un regard froid, mais un regard qui exigeait de la clarté. La question n'est pas si nous pouvons gagner, Itzel. La question est, que veux-tu obtenir? Veux-tu des excuses? Veux-tu de la vengeance? Ou veux-tu justice et restitution? Car ce sont 3 choses très différentes. Je restai sans voix. La question était trop grande. Que voulais-je? Je voulais remonter le temps. Je voulais une autre mère. Je voulais que la douleur disparaisse. Ma grand-mère, comme toujours, lut mes pensées. Nous voulons la justice, Fabiana, dit-elle fermement. Et nous voulons la restitution, tout l'argent, jusqu'au dernier centime, avec les intérêts. Fabiana hocha la tête, satisfaite. Parfait. La clarté, c'est le pouvoir. La première étape est de te protéger. Aujourd'hui même, nous allons envoyer une notification extrajudiciaire à ta mère et à ton frère via un notaire. Nous allons exiger l'arrêt immédiat de l'utilisation des fonds restants et le remboursement documenté de ce qui a été dépensé. En même temps, je te recommande de geler ton bureau de crédit. Nous ne savons pas s'ils ont tenté d'utiliser ton nom pour autre chose. Nous devons supposer qu'ils sont capables de tout. Puis son regard se radoucit un peu en se tournant vers moi. Itzel, je veux que tu comprennes une chose.
À partir du moment où ils recevront cette lettre, la guerre commencera. Ils vont essayer de te manipuler, de te faire culpabiliser. Ils vont utiliser l'argument de la famille, du pardon chrétien, de ton devoir de fille. Ils vont mobiliser d'autres membres de la famille pour te mettre la pression. J'ai besoin que tu sois prête à ne pas céder. J'ai besoin que chaque fois qu'ils t'appellent, tu ne répondes pas. Tu me renverras chaque message, chaque mail. Je serai ton mur. Peux-tu le faire? Je regardais le dossier sur la table, le témoignage imprimé de la trahison. Je me souvenais du visage de ma mère, non pas repentant, mais rempli de rage. Oui, dis-je, ma voix plus ferme que ce que je ressentais. Je peux le faire. Excellent, dit Fabiana, et pour la première fois je vis un sourire presque imperceptible sur ses lèvres. J'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent. La deuxième partie de mon équipe fut une surprise qui me sortit du monde glacé du droit et me ramena au mien. Cet après-midi-là, ma grand-mère m'emmena visiter le chantier d'un petit complexe d'appartements qu'elle finançait dans la zone de Quimbre. Je veux te présenter quelqu'un, dit-elle. Au milieu du chaos organisé des poutres, du ciment et du bruit des machines, un jeune homme s'approcha de nous. Il était grand, avec un sourire facile et des yeux bienveillants qui semblaient tout remarquer. Il portait un casque et un gilet de sécurité couvert de poussière. Hitzel, voici Eliane, l'ingénieur civil responsable de ce projet, dit ma grand-mère. Eliane, voici ma petite fille, Hitzel. C'est une vraie architecte. Eliane me tendit la main. Sa poignée était ferme et chaleureuse. Enchanté, Hitzel. Ta grand-mère parle de toi et de tes créations en termes élogieux. Elle dit que tu as une vision très humaine de l'architecture. Je rougis un peu. C'était la première fois que quelqu'un décrivait mon travail de cette manière. Le plaisir est pour moi. Elena m'a dit que tu cherchais un projet à mi-temps le temps de t'installer ici, continua Eliane. Son ton était direct et professionnel, mais sans la froideur de Fabiana. En fait, nous sommes dans un mauvais pas. L'architecte principal est à Querétaro et la communication est lente. Nous avons besoin de quelqu'un sur place qui puisse nous aider avec les designs d'intérieur et l'adaptation des plans au fur et à mesure. Quelqu'un avec un bon œil fit une pause en me regardant avec une curiosité sincère. Ça t'intéresserait de jeter un coup d'œil au plan? Sans engagement. Mon cœur fit un bond, une vraie opportunité, pas une faveur, pas une aumône parce que j'étais la petite fille de la propriétaire, mais une offre de travail basée sur mon métier pour résoudre un vrai problème. J'adorerais, répondis-je en essayant de contenir une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Nous avons passé l'heure suivante à parcourir le chantier. Eliane m'expliquait les défis structurels et moi, je lui faisais des suggestions sur la répartition de la lumière, le flux des espaces et comment maximiser les vues sur la montagne. Il y avait une synergie immédiate, un langage commun d'angle, de matériaux et de solutions qui n'avaient pas besoin de traduction. À la fin de la visite, il me remit un jeu de plans roulés. Emporte-les, dit-il avec un sourire. Amuse-toi avec. Épate-moi, montre-moi ce qui te vient. Cette nuit-là, dans le calme de la chambre d'amis, je m'assis au grand bureau et je déroulais les plans. Pour la première fois depuis des mois, je sentis que le brouillard de la tristesse et de la colère se dissipait, remplacé par le bourdonnement familier de la créativité. L'odeur du papier, le contact du crayon graphite, le défi de résoudre un problème d'espace était mon refuge, c'était mon identité. Je travaillais jusque tard dans la nuit, non par obligation, mais par pure passion. Ce n'était pas une tâche, c'était une libération. J'ai redessiné la distribution d'un des appartements type, en supprimant un couloir inutile pour créer une impression d'amplitude, et en reliant la cuisine au salon pour favoriser la vie commune. J'ai ajouté un petit balcon là où il n'y avait qu'une fenêtre. J'ai fait des croquis montrant comment la lumière du matin entrerait, illuminant le coin petit déjeuner. Le lendemain, avec des cernes mais le cœur léger, j'ai montré mes croquis à Eliane dans un petit bureau improvisé sur le chantier. Il les étudia en silence pendant plusieurs minutes, le front plissé de concentration. Je retins mon souffle, me préparant à la critique, au rejet auquel j'étais tellement habitué. Finalement, il leva les yeux et j'y vis quelque chose que je n'avais pas vu dans ceux de ma mère depuis des années, un respect sincère, pur. C'est brillant, Hitzel, dit-il. Sa voix sonnait sincèrement impressionnée. C'est exactement ce qu'il fallait au projet. C'est plus fonctionnel, plus esthétique, et ça n'augmente pas les coûts. Quand peux-tu commencer? À cet instant, quelque chose changea en moi de façon irréversible.
Pendant que ma famille à Mexico se préparait pour la guerre, le bruit et la manipulation, moi, à Monterrey, je commençais à construire. Je construisais un dossier juridique avec Fabiana, je construisais une carrière avec Eliane et, plus important que tout, je commençais à construire, brique après brique, une nouvelle version de moi-même, une version qui n'avait pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour connaître sa propre valeur. Le plan de contre-attaque n'était pas seulement juridique, c'était un plan de vie. J'allais répondre à leur destruction par ma création nette et totale. La lettre notariée de Maître Vargas arriva chez ma mère comme une grenade à fragmentation. L'explosion, bien qu'à plus de 900 km de distance, m'atteignit en éclats émotionnels à travers le téléphone. Mon portable, qui avait été étrangement silencieux durant ma première semaine à Monterrey, se mit soudain à vibrer avec une violence qui me fit sursauter, un rappel qu'on n'échappe pas si facilement aux ruines d'une famille. Le premier appel fut de ma tante Pilar. Sa voix, d'habitude mielleuse et pleine de potin, était maintenant un torrent de sanglots et d'accusations aiguës qui me perçaient l'oreille. « Itzel, ma nièce, je n'arrive pas à croire ce que tu fais. » Elle geignait, digne d'un feuilleton télé. « Ta mère m'a appelé. Elle est anéantie. » Anéantie. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Elle dit qu'elle va faire un infarctus. Comment peux-tu lui faire ça? C'est ta mère, celle qui t'a donné la vie. La famille est sacrée, Itzel. L'argent va et vient, mais la famille. J'ai essayé, bêtement, de raisonner avec elle. Je lui ai parlé des faux emails, du vol systématique, des années de mensonges. Ça n'a servi à rien. C'était comme parler à un mur. Elle avait son script, et elle n'allait pas en sortir. Ah, ma fille, mais ce sont des malentendus qui se règlent en parlant, disait-elle, répétant les phrases que, sûrement, ma mère lui avait dictées entre deux sanglots. Dario est jeune, il est impulsif, il fait des erreurs, mais l'amener à cet extrême avec des avocats qui menacent de prison. Tu n'as pas de cœur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je raccrochai, ma main tremblant d'une colère impuissante. À peine avais-je posé le téléphone sur la table qu'il se remit à sonner. Un numéro inconnu. Je répondis avec prudence. Itzel, c'est ton oncle Roberto, le frère de ma mère. Un homme que je ne voyais qu'une fois par an à Noël et qui ne s'était jamais demandé si j'étudiais l'architecture ou l'aérospatiale. Écoute, j'ai appris le problème. Je ne sais pas quelles idées ta grand-mère t'a mises en tête, mais ça dérape. Laetitia est ta mère et Dario est ton frère. Que tu le veuilles ou non, c'est ton sang. Tu dois montrer un peu de respect et arrêter ce cirque. Retire cette plainte et parlez comme des gens civilisés. Et eux, ils ont parlé avec moi comme des gens civilisés quand, tonton? Répondis-je, la voix teintée d'un sarcasme que je ne pus retenir. Quand ils m'ont volé ou quand ils se sont fait passer pour moi. Il y eut un silence tendu. Ne te mets pas dans cet état, jeune fille. L'orgueil ne t'emmènera nulle part. Tu fais une erreur que tu regretteras toute ta vie. Il raccrocha. L'avalanche continua pendant des jours. Des messages WhatsApp de cousins lointains qui se souvenaient soudain de mon existence. Des appels de vieux amis de la famille qui m'avaient vu grandir. Tous avec le même message, les mêmes mots-clés, famille, pardon, malentendu, tu exagères. Le linge sale se lave en famille. C'étaient les singes volants de ma mère, une armée de facilitateurs bien intentionnés envoyés pour éroder ma détermination, me faire douter de ma propre raison, me recouvrir du poids de la culpabilité. Mais l'attaque la plus insidieuse, la plus moderne et la plus cruelle, vint de Dario. Lui ne m'appela pas. Il savait qu'il n'aurait pas d'argument. À la place, il utilisa son arme préférée, les réseaux sociaux. Il commença à publier des photos de lui et de ma mère, souriant bravement face à une adversité non précisée. Des photos de leur enfance ensemble, soigneusement recadrées pour que je n'apparaisse pas. Et puis des textes de petites œuvres de manipulation passive-agressive. Parfois, les personnes que tu aimes le plus sont celles qui te blessent le plus, mais la loyauté familiale, c'est pardonner, même quand ils ne le comprennent pas. Je t'aime, maman, écrivit-il sur une publication Instagram à côté d'une photo où il embrassait le front de notre mère, qui avait une expression de douleur digne d'une vierge éplorée. Des centaines de « j'aime » et de commentaires de soutien de ses amis et des miens inondèrent la publication. À force, Dario. Comme c'est triste qu'il y ait des gens si ingrats. Ta mère est une sainte. Elle ne mérite pas ça. L'argent révèle le pire des gens. Je me sentis physiquement mal. Il construisait un récit public,
une version des faits où j'étais la méchante, la fille froide, calculatrice et ingrate, manipulée par une grand-mère riche et rancunière, qui détruisait sa pauvre famille abnégée par pure avarice. Et les gens, sans connaître la vérité, y croyaient. La pression était immense, une presse hydraulique invisible qui menaçait de m'écraser. Je commençais à mal dormir, me réveillant au milieu de la nuit avec le cœur qui battait trop vite et une sensation de panique. Le jour, j'avais du mal à me concentrer sur le travail avec Eliane. Le doute, comme une mauvaise herbe toxique, commença à pousser dans les coins les plus sombres de mon esprit. Et s'ils avaient raison? Et si j'exagérais? Tout ce mal, tout cet isolement, en vaut-il la peine pour de l'argent? Ne serait-il pas plus facile de pardonner et oublier, juste pour que le bruit s'arrête? C'est lui qui me sortit de ce trou noir. Un après-midi, il me trouva sur le chantier, fixant un plan sans vraiment le voir, le téléphone à la main et des larmes silencieuses roulant sur mes joues après avoir lu un message particulièrement cruel d'une cousine. « Tu es à 1000 kilomètres d'ici, Itzel, dit-il doucement en s'approchant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis effondré. Je lui racontais tout, les appels, les messages, la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Je lui parlais du doute qui me rongeait, de la culpabilité qu'il m'injectait comme par intraveineuse. Il écouta patiemment, sans m'interrompre, son visage se durcissant à chaque mot que je prononçais. Quand j'eus fini, il resta silencieux un instant, ses yeux bienveillants étudiant mon visage. « Laisse-moi te demander quelque chose, dit-il enfin. Si la situation était inversée, si toi tu avais volé 5 millions de pesos à Dario pour construire un refuge pour chiens et qu'on t'avait découverte, crois-tu qu'il t'aurait pardonné? Crois-tu qu'il t'aurait appelé pour te demander de penser à la famille? » La question me frappa comme une gifle. La réponse était évidente, immédiate, brutale. Il ne m'aurait pas pardonné, il m'aurait déshérité émotionnellement pour toujours. Il m'aurait humilié publiquement sans pitié. Il n'y aurait pas eu de miséricorde. Non, murmurai-je, le mot sortant dans un souffle. Exactement, dit Eliane. Ce qu'il te demande, ce n'est pas le pardon, c'est ta soumission. Il te demande de retourner à ta place, dans la boîte où ils t'ont toujours gardé. Ils veulent que tu acceptes que ta douleur n'a pas d'importance, que tes rêves n'ont pas d'importance. Ne les laisse pas gagner. Ne les laisse pas te faire croire que ta douleur n'est pas valide. C'est la chose la plus réelle que tu es en ce moment. Ces mots furent comme une encre au milieu de ma tempête. Je m'y accrochais. Il avait raison. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de mon droit d'exister, d'avoir des rêves, d'être traité avec un minimum de dignité humaine. Ce soir-là, je parlais avec ma grand-mère. Je lui racontais la campagne de pression et comment elle m'affectait. Elle acquiesça simplement, son visage se durcissant comme du granit. C'était prévisible, dit-elle. Laetitia a toujours été une maîtresse de la manipulation et du victimisme. Mais ne t'inquiète pas. Pendant qu'ils font du bruit et jouent pour la galerie, nous déplaçons les vraies pièces sur l'échiquier. Elle fit une pause et me regarda avec une étincelle dangereuse dans les yeux. Et je crois qu'il est temps pour notre échec et mat. Tandis que la tempête médiatique familiale soufflait avec ses vents de culpabilité et de manipulation, ma grand-mère Elena évoluait sur un autre plan, un plan de stratégie silencieuse et de patience calculée. Elle était une joueuse d'échecs qui voyait l'ensemble du plateau, anticipant les coups de l'adversaire avec une clarté qui me manquait. Son plan n'était pas bruyant ni dramatique, il était discret, méthodique et, comme je le découvrirai bientôt, absolument mortel. Un après-midi, alors que je révisais des plans structurels avec Eliane, ma grand-mère m'appela dans son bureau. C'était son sanctuaire, une pièce élégante et sobre, remplie de livres d'histoire et de biographie, de souvenirs de voyages exotiques et d'un grand bureau en acajou qui avait été le centre de son empire pendant des décennies. L'air sentait le cuir, le bois et le parfum des gardénias de son jardin. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, Itzel, dit-elle. » Son ton était sérieux, mais avec une nuance d'émotion contenue qui éveilla ma curiosité. Elle ouvrit à clé un tiroir de son bureau et en sortit une vieille chemise épaisse. Le titre sur l'étiquette, écrit de sa main élégante et ferme, disait « Investissements immobiliers, Tour Régis ». Quand j'ai commencé mon affaire, il y a presque 40 ans, après la mort de ton grand-père, dit-elle en laissant son regard se perdre un instant dans le passé. Mon premier grand investissement fut un petit immeuble de bureau au centre de Monterrey. Ce n'était pas grand-chose, il était un peu vieux, mais il était à moi. Je l'ai acheté avec l'argent de l'assurance vie et mes propres économies. Je l'ai appelé la Tour Régis.
Au fil des années, je l'ai rénové, agrandi, j'ai acheté le terrain d'Aix-en-Grave-Côté. C'est devenu pour moi un symbole, le symbole qu'une femme seule pouvait bâtir quelque chose de solide, de durable, que personne ne pouvait lui enlever. Je ne comprenais pas encore où elle voulait en venir, mais son récit me captivait. Je l'écoutais patiemment, sentant le poids de sa lutte et de sa victoire dans chaque mot. Ta mère connaît l'existence de cet immeuble, bien sûr, continua-t-elle en revenant au présent. Mais elle n'y a jamais prêté attention. Pour elle, ce n'était que le vieux bâtiment de maman, une propriété ennuyeuse comparée aux actions ou aux investissements à la mode. Elle ouvrit la chemise. À l'intérieur, il y avait des plans, des actes, des bilans financiers et une longue liste de locataires. Il y a environ 8 mois, un nouveau locataire a signé un bail d'1 an pour un petit bureau au 3e étage. Une start-up de marketing digital avec de grandes ambitions et très peu de capital. D'après l'étude que nous avons faite, mon cœur se mit à battre plus vite, comme un tambour sourd dans mes oreilles. Je commençais à comprendre. Le nom du directeur général figurant sur le contrat est Dario Beltran, dit ma grand-mère. Et un sourire fugitif, presque prédateur, traversa son visage. Ton frère a apparemment utilisé une partie de ton argent pour payer le dépôt de garantie et les premiers mois de loyer. Je restai bouche bée. L'ironie était si dense, si poétique, que je pouvais presque la toucher. La grande entreprise de mon frère, l'épicentre de son arrogance, le symbole de son supposé succès, était logé dans le monument à l'indépendance et au travail acharné de ma grand-mère. L'argent qu'il m'avait volé revenait en partie dans la poche de ma grand-mère sous forme de loyer mensuel. Ne le dis à personne, pas même à Eliane pour l'instant, m'avertit ma grand-mère. J'ai laissé croire que l'immeuble est géré par une grande société immobilière. Toutes les communications, tous les paiements passent par une société de gestion que j'ai engagée il y a des années. Ils n'ont aucune idée que je suis la propriétaire finale. Pour eux, je suis invisible. Et qu'allons-nous faire ? Demandai-je, ma voix n'étant qu'un murmure chargé d'anticipation. Le bail de ton frère expire dans 2 semaines, expliqua-t-elle. Sa voix était pure stratégie d'affaires. La société de gestion lui enverra demain une notification officielle. C'est une procédure standard. En raison de la forte demande dans la zone et de l'actualisation des tarifs du marché, les conditions de renouvellement ont changé drastiquement. Le loyer sera triplé et, par mesure de sécurité, un nouveau dépôt de garantie équivalent à 6 mois du nouveau tarif sera exigé, payable d'avance. Je calculais les chiffres dans ma tête. C'était une somme astronomique, que je savais avec certitude que Dario et ma mère ne pouvaient pas payer, surtout maintenant que leur principale source de revenus, le fonds de 5 millions, était gelé et sous enquête légale. Ils ne pourront pas le payer. C'est impossible, dis-je. Exactement, confirma ma grand-mère. Ils deviendront désespérés, ils crieront, ils menaceront et finiront par essayer de négocier. Et c'est alors, seulement alors, que nous leur ferons savoir avec qui ils doivent vraiment parler. Le plan était brillant dans sa simplicité et sa cruauté poétique. Nous n'attaquions pas leur maison ni leurs biens personnels. Nous attaquions le symbole de leur mensonge, le château de cartes qu'ils avaient bâti avec les briques de mon avenir. Pendant ce temps, ma vie à Monterrey continuait de fleurir, en contraste marqué avec la démolition que nous préparions. Eliane et moi travaillions incroyablement bien ensemble. Le projet avançait vite et mes designs étaient mis en œuvre, recevant les félicitations des investisseurs. Chaque poutre levée, chaque mur érigé, était comme une victoire personnelle, une preuve tangible de ma valeur. De plus, encouragé par ma grand-mère et Eliane, j'avais inscrit un de mes projets personnels à un prototype de logement modulaire et durable pour zone rurale à un prestigieux concours national d'architecture. C'était quelque chose que je n'aurais jamais osé faire sous le toit de ma mère. Ici, entouré de soutien et de confiance, je me sentais capable de tout. Les jours passèrent. La campagne de harcèlement de ma famille diminua, remplacée par un silence tendu et inquiétant. Je savais que la notification de la société de gestion devait déjà être arrivée au bureau de Dario. C'était le calme avant la tempête finale. La flèche était sur l'arc, tendue au maximum. Moi, pour la première fois, je n'avais pas peur de la lâcher. Je savais que, peu importe où elle volerait, elle ne pourrait plus me blesser plus que ce qu'ils avaient déjà fait. J'étais prête à la voir atteindre sa cible. L'appel arriva un mardi matin. C'était Dario. Son numéro apparut sur mon écran pour la première fois depuis des semaines, non pas comme une menace, mais comme la confirmation que le piège avait fonctionné. J'hésitai un instant.
Je respirai profondément pour calmer le tremblement de mes mains et je répondis, mettant le haut-parleur pour que ma grand-mère, assise en face de moi dans le silence élégant de son bureau, puisse entendre chaque mot. La voix de mon frère n'était pas celle de l'entrepreneur arrogant que je connaissais, ni celle du manipulateur passif-agressif d'Instagram. C'était la voix d'un enfant effrayé et furieux, teintée d'une incrédulité indignée. « Itzel, tu ne vas pas croire la folie qu'ils essaient de nous faire, dit-il sans même un bonjour. » Sa voix était un torrent de panique. Les gens de l'immeuble de bureau sont des voleurs, des usuriers. Ils nous ont envoyé une lettre. Ils veulent tripler le loyer? Tripler, c'est du vol. Ça doit être illégal. J'écoutais en silence, laissant sa panique remplir l'espace, savourant chaque seconde. C'était la première fois que je l'entendais sans un soupçon de contrôle, dépouillé de sa façade. Maman essaie de leur parler, mais ils ne la mettent qu'en contact avec une assistante impolie qui répète la même chose comme un robot. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai pensé que peut-être grand-mère, avec ses contacts ici à Monterrey, pourrait, je ne sais pas, appeler quelqu'un d'important, les effrayer un peu. Ça pourrait ruiner mon entreprise. L'ironie était si délicieuse, si parfaite, que je dus me mordre la lèvre pour ne pas rire. Lui, demandant de l'aide à la femme qu'ils avaient essayé d'arnaquer pour lutter contre elle-même. Je ne crois pas que grand-mère puisse aider pour ça, Dario, répondis-je avec la voix la plus neutre et compatissante que je pus feindre. Ce sont de grandes entreprises, elles ont leurs propres règles. Mais il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire, insista-t-il, sa voix montant, presque brisée. Mon entreprise est en jeu. L'avenir de notre famille, tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce que vous m'avez volé. Je pensais, il y a une option. Je dis, en suivant le scénario que ma grand-mère et moi avions préparé la veille. L'assistante, après beaucoup d'insistance, a dit que les propriétaires négocient rarement, mais que, vu la situation et comme geste de bonne foi, ils accepteraient une dernière réunion, une seule, en personne, à Monterrey, vendredi à 10h du matin. Elle a dit que c'est votre seule chance. Un silence se fit à l'autre bout de la ligne, suivi d'un soupir de soulagement si profond que je pus presque le sentir. Parfait. C'est ça. Je savais qu'il ne pouvait pas être si irrationnel. Maman et moi prendrons le premier vol. Quand ils verront à qui ils ont affaire, quand nous leur expliquerons le potentiel de mon entreprise, ils changeront d'avis. Nous sommes des gens raisonnables. Il fit une pause. Merci, Itzel. Je savais qu'au final tu comprendrais que nous sommes tous dans le même bateau. Il raccrocha. Je restais à regarder le téléphone, stupéfaite par son infinie capacité à ne rien comprendre. Le bateau était en train de couler et lui croyait aller à une fête sur le yacht du capitaine. Le vendredi arriva, sous un ciel bleu et clair au-dessus de Monterrey, un jour parfait pour un jugement. Je mis le tailleur le plus sobre et professionnel que ma grand-mère m'avait aidé à choisir. Ce n'était pas une tenue de travail, c'était une armure. Je n'étais pas Itzel, la petite sœur. J'étais l'architecte Itzel Beltran. Quand nous arrivâmes à la tour Régis, Fabiana Vargas nous attendait déjà dans le hall. Sa présence était rassurante, comme avoir un général à ses côtés avant la bataille. Toutes les trois, nous montâmes dans l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, où se trouvait la salle de réunion principale de l'administration. La salle était imposante, conçue pour intimider. Une très longue table en verre noir reflétait les nuages qui passaient. Un mur entier de fenêtres offrait une vue panoramique sur la ville et les montagnes. Nous nous assîmes d'un côté de la table, le dos à la lumière, ma grand-mère au centre, Fabiana à sa droite avec son porte-documents en cuir et moi à sa gauche. En face de nous, 3 chaises vides attendaient. Sur la table, Fabiana posa méthodiquement une seule chemise épaisse et menaçante, la même qui contenait les preuves de la fraude. À 10h précises, la porte de verre dépolie s'ouvrit. Une secrétaire accompagna ma mère et mon frère à l'intérieur. Ils entrèrent avec un air de confiance forcée, prêts pour leur bataille, prêts à séduire et persuader les exécutifs sans visage. Ils virent les 3 silhouettes assises de l'autre côté de la table, mais la forte lumière du matin qui entrait par les fenêtres derrière nous gardait comme des ombres sombres et reconnaissables. Bonjour, commença ma mère, sa voix résonnant avec une autorité qu'elle ne possédait pas, la voix qu'elle utilisait pour impressionner ses amis. Je suis Laetitia Beltran et voici mon fils Dario, le directeur général de Mentan Digital. Nous comprenons qu'il y a eu un malentendu avec les tarifs de renouvellement et nous sommes ici pour... Elle s'arrêta au milieu de sa phrase. Ses yeux commençaient enfin à s'habituer à la lumière.
Sa mâchoire se desserra. La couleur disparut de son visage, la laissant livide. À côté d'elle, Dario, qui avait commencé à sourire, se figea, son sourire préparé s'effondrant comme du sable. Ils regardaient leur fille, leur sœur, assise en bout de table, à la tête du pouvoir. Le silence dans la salle était absolu, si profond que j'entendais le bourdonnement de la climatisation. Je vis tout un éventail d'émotions passer sur le visage de ma mère au ralenti, confusion, déni, compréhension, puis enfin une terreur pure et absolue. C'était comme voir quelqu'un réaliser non seulement qu'il est entré dans la cage du lion, mais que le lion avait planifié son arrivée depuis le début et venait de fermer la porte à clé. Hitzel, murmura ma mère, le mot à peine un souffle d'air, le nom d'un fantôme. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me penchai en avant, mes mains entrelacées calmement sur le verre froid de la table. Je la regardai droit dans les yeux, puis je regardai mon frère. Et pour la première fois en 23 ans, je ne ressentis ni peur, ni le moindre besoin de lui plaire. Seulement un calme glacial. Le genre de calme qui vient quand tu sais que tu as toutes les cartes gagnantes et que la partie est terminée. Je suis ici parce que vous avez demandé une réunion avec les propriétaires de l'immeuble, dis-je. Ma voix était claire et résonnait dans la salle silencieuse, chaque mot un coup de marteau. C'est moi. Je suis la personne avec qui vous devez négocier. Le visage de Dario était une œuvre d'art d'incrédulité et de panique. À toi, non. C'est une blague. Où est le directeur? Fabiana Vargas s'éclaircit la gorge, un son sec et autoritaire. Je vous assure, monsieur Beltran, que ce n'est pas une blague, dit-elle. Sa voix était tranchante comme du verre. La propriété de cet immeuble est dans une fiducie familiale dont ma cliente, Madame Hitzel Beltran, est la principale bénéficiaire et elle a le pouvoir de décision finale sur tous les contrats. C'était une simplification légale, mais à leurs oreilles, c'était une vérité absolue et indiscutable. Ma mère chancela, s'agrippant au dossier d'une des chaises vides pour ne pas tomber. Son monde, construit sur des mensonges, des apparences et le sacrifice de mon avenir, s'effondrait en temps réel sous ses yeux. Mais avant de parler du petit détail du loyer, continuai-je en faisant glisser la chemise épaisse sur la table de verre jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant eux avec un bruit sourd, je crois que nous avons un autre sujet bien plus important à discuter. Dario regarda la chemise comme si c'était un serpent prêt à le mordre. Ma mère n'osait même pas la regarder. Tous deux savaient ce qu'elle contenait. Tous deux savaient que le procès venait de commencer. Ceci n'est pas une négociation sur le loyer, dis-je, ma voix prenant un tranchant qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le tranchant de l'acier forgé dans le feu de la trahison. C'est une réunion pour discuter des termes de votre reddition inconditionnelle. La salle de réunion s'était transformée en tribunal et j'étais la juge, le jury et la procureure. Ma mère et mon frère, debout à côté des chaises vides, semblaient les accuser d'un procès qu'ils avaient déjà perdu avant qu'il ne commence. L'air de supériorité de Dario s'était évaporé, remplacé par une expression de panique mal dissimulée, ses yeux allant nerveusement de moi à Fabiana, puis à la chemise menaçante sur la table. Ma mère me fixait simplement, ses yeux emplis d'un mélange toxique de haine, de peur et d'un profond désespoir amer. Là, asseyez-vous, ordonna ma grand-mère. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait le poids d'une montagne. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Ils obéirent, se déplaçant comme des automates, leur corps rigide et maladroit. Ils s'assirent en face de nous. La large table de verre était un abîme infranchissable qui nous séparait. Ils paraissaient petits, rapetissés, dépouillés de toute la fausse autorité avec laquelle ils étaient entrés. Comme l'a dit ma petite fille, continua ma grand-mère en prenant la parole pendant que je reprenais mon souffle. Ce n'est pas une négociation, c'est une présentation de conditions. Et pour que vous compreniez la gravité de votre situation, laissez-moi être très clair. Elle se pencha en avant. Vous avez deux options. Option A. Vous acceptez tous et chacun de nos termes. Ici et maintenant, sans changement, sans plainte, sans négociation. Vous signez les documents que Maître Vargas a préparés. Option B. Maître Vargas, ici présente, se lève, sort de cette salle, monte dans sa voiture et dépose une plainte pénale contre vous pour fraude, vol, abus de confiance et usurpation d'identité. Le choix vous appartient. Vous avez 60 secondes pour décider quel chemin vous allez prendre. Fabiana ouvrit la chemise sur la table, pas de façon menaçante, mais avec la simplicité de quelqu'un qui montre un menu au restaurant. Elle révéla la première page, une copie couleur du virement bancaire. Nous avons des preuves suffisantes pour assurer une condamnation,
Laetitia, dit l'avocate avec une froideur clinique qui me donna des frissons. Des années de prison. Un scandale public qui paraîtrait dans tous les journaux de Monterrey et de Mexico. La ruine totale de la réputation que tu t'efforces tant de maintenir. Tes amis du club, tes parents, tous sauraient ce que tu as fait. Ma mère avala sa salive, un son audible dans le silence de la salle. Son regard restait fixé sur les papiers, comme s'il pouvait la brûler. C'est alors que je repris le contrôle. C'était mon moment. Ma voix était ferme. Chaque mot avait été répété dans ma tête 1000 fois durant des nuits d'insomnie. Condition numéro 1, la restitution financière. J'annonçais. Ma voix sonnait étrangement étrangère, professionnelle, comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Vous allez signer un accord de paiement, légalement contraignant et certifié par notaire, pour la totalité des 5 millions de pesos. Pas de négociation sur le montant. Pas de remise pour « bonne conduite ». Dario laissa échapper un rire nerveux, un son aigu et strident. 5 millions ? Tu es folle ? D'où crois-tu qu'on va sortir cet argent ? On ne l'a pas. Je suis heureuse que tu poses la question, Dario, répondis-je sans perdre mon calme, savourant sa panique, parce que j'ai tout prévu. Ce qui nous amène à la condition numéro 2, la liquidation des actifs. L'Audi A5 blanche sera livré à une agence de véhicules d'occasion dès demain. L'argent de cette vente, jusqu'au dernier peso, ira directement sur un compte que je contrôlerai. Je le vis se ratatiner, comme si je lui arrachais un bras. De plus, l'appartement dans la Colonia del Val où vous vivez. Je marquai une pause pour les faits, pour qu'il goûte l'amertume. Ma grand-mère m'a informé que, bien qu'elle t'ait laissé y vivre pendant des années, Laetitia, la propriété est toujours légalement à son nom. Mais elle ne te l'a jamais transférée. Un oubli chanceux, tu ne crois pas ? Elle me la transférera à moi, cet après-midi. Vous pourrez rester comme locataire en payant le loyer du marché, environ 35 000 pesos par mois, ou vous devrez partir sous 30 jours. La vente de cet appartement, estimé à presque 6 millions, couvrira la totalité de la dette et les honoraires de mon avocate. Ma mère étouffa un cri, un son guttural de pure agonie. L'appartement était sa fierté, son symbole de statut à Mexico, le décor de toutes ses réceptions et fêtes. Lui enlever cela, c'était comme lui arracher la peau et la laisser à nu devant le monde. « Tu ne peux pas nous faire ça », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu vas nous laisser à la rue. Nous sommes ta famille. »« Tu m'as laissé, moi, sans avenir », répliquai-je. Ma voix était un bloc de glace. Je ne fais que récupérer ce qui est à moi. Et je ne vous laisserai pas à la rue. Je vous donne une vraie leçon de vie. Apprenez à vivre avec ce que vous générez, comme j'ai dû le faire toute ma vie. Je continuai, implacable, sans leur laisser le temps de se reprendre. Condition numéro 3, l'aveu et l'humiliation. Je ne veux pas de votre argent taché de mensonges. Je veux la vérité. Vous allez convoquer une réunion de famille à Mexico la semaine prochaine. Le tante Pilar, oncle Roberto, tous et chacun des parents qui m'ont appelé pour me faire pression et me juger. Et devant tous, vous allez vous lever et vous allez raconter exactement ce que vous avez fait. Vous allez admettre que vous m'avez volé, que vous avez menti pendant des mois et que vous vous êtes fait passer pour moi dans des emails. Et vous allez vous excuser. Pas auprès de moi, mon pardon n'est pas à vendre. Vous vous excuserez auprès de ma grand-mère pour avoir trahi sa confiance et abusé de sa générosité. Ce dernier point les frappa plus fort que la perte de l'argent ou de la maison. L'humiliation publique, la destruction de leur image soigneusement construite, était leur pire cauchemar. Je vis la couleur quitter complètement le visage de ma mère et, enfin, je dis en me penchant vers l'avant, mon regard planté dans le sien, pour qu'elle comprenne le caractère définitif de mes mots. Condition numéro 4, et la plus importante pour moi, le contact zéro. À partir du moment où vous signerez ces papiers, vous deux ne me contacterez plus jamais. Ni par téléphone, ni par email, ni en personne, ni par des tiers. Vous disparaîtrez de ma vie. Notre relation, quoi qu'elle ait été, est officiellement terminée. Un sanglot, fort et déchirant, s'échappa des lèvres de ma mère. Itzel. S'il te plaît, gémit-elle, les larmes roulant enfin sur ses joues. C'étaient des larmes d'autocompassion, pas de remords. Je suis ta mère. Ta mère. Tu ne peux pas m'effacer de ta vie comme ça. Le sang, c'est le sang. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Je me levai.
Le calme glacé que j'avais gardé pendant toute la réunion commença à se fissurer, non pas par faiblesse, mais par l'éruption d'une fureur volcanique contenue depuis 23 ans. « Ton sang ?» demandai-je, ma voix tremblant d'une émotion brute. Où était ce sang quand je travaillais jusqu'à 2 heures du matin à laver des assiettes pour me payer l'université pendant que ton roi dormait tard? Où était ce sang quand tu me disais que ma carrière était un métier d'homme et que ça ne valait pas la peine? Où était ton amour quand tu utilisais mon nom pour écrire des mensonges et tromper la seule personne de cette famille qui m'a aimé sans condition? Je marchai lentement autour de la table jusqu'à me tenir juste derrière elle. Elle se recroquevilla sur sa chaise comme si j'allais la frapper. Je me penchai jusqu'à ce que ma bouche soit près de son oreille. Cette nuit de Noël, chuchotai-je, ma voix pleine d'un venin que j'ignorais posséder, tu ne m'as pas seulement volé l'argent. Tu m'as volé la dernière miette d'espoir d'enfant qu'il me restait, qu'un jour, si je faisais assez d'efforts, tu me verrais comme ta fille et pas comme une ressource glorifiée pour lui. Je pointai Dario, qui me regardait, les yeux écarquillés par la peur. Cette nuit-là, c'est toi qui as coupé les liens du sang avec un couteau de cupidité et de favoritisme. Aujourd'hui, je ne fais qu'officialiser l'amputation pour que la plaie arrête d'infecter ma vie. Je me tournai vers Fabiana. Prépare les papiers. Ils ont 24 heures pour les signer et les renvoyer par courrier. S'ils ne le font pas, on se verra au tribunal. Je me retournai et marchai vers la porte. Ma grand-mère à mes côtés, sa main trouvant la mienne dans un geste de soutien silencieux. Je ne regardais pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce que je verrais, les restes fumants de 2 personnes qui avaient tout misé sur le mensonge et tout perdu face à la vérité. La porte de verre se referma derrière moi. Le son doux résonna dans ma tête comme le point final d'un chapitre long, douloureux et enfin clos de ma vie. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en likant la vidéo et en commentant le chiffre 1 en bas. Ainsi je saurai que tu as liké et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le chiffre 1 et écoute-moi pendant que je continue mon histoire. Les 2 années qui suivirent cette réunion à la Tour Régis ne furent pas un film avec une happy end immédiate et des crédits qui défilent. Ce fut plutôt comme la tâche lente, dure et souvent douloureuse de démolir un immeuble condamné. Il faut abattre les murs, nettoyer les décombres, retirer les barres tordues et, enfin, commencer à creuser les fondations pour quelque chose de nouveau et de plus solide. Fidèles à leur lâcheté et à leur instinct d'auto-préservation, ma mère et mon frère signèrent l'accord. Il n'y eut pas de procès, pas de scandale public, seulement l'exécution silencieuse et humiliante des conditions. L'audi fut vendu en moins d'1 semaine. L'appartement dans la Colonia del Val, le théâtre de tant de mépris et de fêtes des autres, fut mis sur le marché et vendu en moins de 3 mois. L'argent, une somme considérable, fut transféré sur un compte de fidéicommis que Fabiana avait créé pour moi. La réunion familiale, m'a raconté ma grand-mère avec un soupir de résignation, fut une catastrophe pathétique. Ma mère et Dario, devant une 12aine de parents convoqués, lurent une excuse écrite par un avocat, leur voix monotone et sans émotion, leurs yeux fixés sur le papier. Personne ne les crut vraiment, mais la graine de vérité avait été plantée. Leur réputation dans le cercle familial fut irrémédiablement détruite. Ils devinrent des parias, un rappel gênant de la cupidité et de la tromperie. Ils déménagèrent dans un petit appartement en location, dans une zone beaucoup moins glamour de la ville. Dario, dépouillé de son capital et de sa voiture de luxe, trouva un travail de débutant dans une agence de publicité. Son rêve de devenir un magnate des startups s'évapora dans la dure réalité d'un horaire de 9 h à 17 h et d'un patron à qui obéir. Ma mère, pour la première fois de sa vie adulte, dut chercher un travail comme réceptionniste dans un cabinet médical. Le château de cartes s'était effondré. Moi, pendant ce temps, j'utilisais ces 2 années pour construire. Avec une partie de l'argent récupéré et un prêt supplémentaire de ma grand-mère que j'insistais à traiter comme un accord d'affaires formel avec intérêt, je fondai mon propre petit bureau d'architecture à Monterrey, fin d'Amanto Vivo. Le nom était mon manifeste personnel, ma déclaration d'intention. Je ne construirais pas seulement des structures de béton et d'acier, je construirais des espaces pour que les gens vivent vraiment, des espaces qui favorisent la dignité et la communauté. Eliane, dont le soutien inconditionnel et l'amitié avaient été mon encre dans la tempête, devint mon partenaire, non seulement en affaires, mais dans la vie. Notre collaboration professionnelle s'épanouit en un amour profond, basé sur le respect mutuel et l'admiration. Nous nous mariâmes dans une cérémonie intime et simple, dans le jardin de ma grand-mère, entourés d'un petit groupe d'amis qui était devenu notre véritable famille. Pas de grand luxe,
pas d'apparence, seulement la vérité de notre engagement. Mon premier grand projet, celui qui me mit sur la carte, fut celui que j'avais présenté au concours national d'architecture. Je remportai la première place. Le prix n'était pas seulement une reconnaissance qui fit taire tous mes détracteurs internes et externes, mais aussi le financement gouvernemental pour le réaliser. C'était mon rêve le plus profond devenu réalité. Un centre communautaire et un complexe de logements durables et bon marché pour mères célibataires et leurs enfants. Un endroit sûr, baigné de lumière naturelle, avec des espaces pour que les femmes puissent suivre des ateliers et apprendre des métiers, et une cour centrale où les enfants pouvaient jouer sans danger. Un lieu pour construire de nouveaux fondements, au sens propre comme au figuré. Aujourd'hui, c'était l'inauguration. Je me tenais dans la cour centrale du complexe. Le soleil de l'après-midi baignait les murs de stuc aux couleurs chaudes et les fresques vibrantes peintes par des artistes locaux. L'air était rempli des rires aigus des enfants courant sur l'herbe et du murmure des conversations animées de leur mère. Ma grand-mère était à mes côtés. Ses yeux, habituellement si perçants et analytiques, brillaient maintenant d'une légère humidité. Eliane tenait ma main, son pouce caressant mes doigts, un geste silencieux qui disait tout. Une jeune femme, une des premières résidentes du complexe, s'approcha de moi. Elle tenait par la main un petit garçon d'environ 4 ans. Ses yeux étaient fatigués, mais ils portaient une lumière d'espoir que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Architecte Itzel », dit-elle d'une voix pleine d'émotion qui me toucha et me serra la gorge. « Je voulais juste vous remercier. Vraiment, jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai pensé que mon fils et moi pourrions vivre dans un endroit si beau, si sûr. Vous ne nous avez pas seulement donné un toit, vous nous avez donné de la dignité, vous nous avez donné un lieu qu'enfin nous pouvons appeler, chez nous. » Le nœud dans ma gorge était si grand que je pouvais à peine répondre. Je fis seulement un signe de tête et lui souris, une vraie sourire qui atteignit mes yeux. Je vis son fils lâcher sa main et courir vers l'aire de jeu, un espace que j'avais spécialement conçu pour qu'il soit toujours visible depuis les fenêtres de toutes les cuisines. C'est dans des moments comme celui-ci, en voyant l'impact tangible de mon travail, que je savais que toute la douleur, toute la lutte, toute la démolition en avait valu la peine. Plus tard ce soir-là, dans le calme de notre appartement, qui avait une vue spectaculaire sur les lumières de la ville scintillant contre la silhouette sombre du Cerro de la Silla, je me trouvais sur le balcon. Je respirais l'air frais de la nuit quand Eliane sortit et m'enlaça par la taille, posant son menton sur mon épaule. « À quoi tu penses » demanda-t-il doucement. « Au fondement » répondis-je en appuyant ma tête sur sa poitrine, à quel point ils peuvent être fragiles et à quel point nous devons les construire solides pour qu'ils résistent à n'importe quelle tempête. Mon téléphone, que j'avais laissé sur une table du salon, s'alluma. C'était une notification d'un message WhatsApp venant d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que je reconnus immédiatement. C'était de Dario. J'hésitai un instant. Puis, un mélange étrange de curiosité et de lassitude me poussa à marcher vers lui et à l'ouvrir. Le message était court, écrit sans son arrogance habituelle. « J'ai vu la nouvelle sur ton projet dans le journal d'aujourd'hui. Félicitations. Ça a l'air incroyable. Je sais que probablement ça ne signifie rien maintenant et je ne t'en veux pas, mais je suis vraiment désolé pour tout. Tu avais raison. Tu as toujours mérité plus. » C'était la première fois qu'il l'admettait. La première fois qu'il y avait un signe de quelque chose qui ressemblait à un vrai remords. Je lus le message 2 ou 3 fois. Je ne ressentis ni colère, ni satisfaction. Juste une étrange et profonde mélancolie. Je ne répondis pas, mais je ne l'effaçai pas non plus. Je me contentai d'éteindre l'écran et de retourner sur le balcon, dans les bras de mon mari. J'ai gagné. J'ai tout ce que j'ai un jour rêvé et bien plus encore. Une carrière que j'aime et qui a un vrai sens. Un mari qui me respecte et m'admire pour qui je suis. Et la satisfaction de savoir que mon travail fait une réelle différence dans le monde. J'ai construit mon propre futur sur les ruines du passé qu'on m'avait imposé. Mais parfois, dans les nuits les plus silencieuses, quand le bruit du jour s'éteint et qu'il ne reste que l'écho de mes pensées, une question persiste, comme un fantôme, émergeant de l'ombre. Pour construire tout ça, j'ai dû démolir ma famille. J'ai dû couper des liens, causer de la douleur et fermer des portes pour toujours. Est-ce que le prix en valait la peine ?